Bonjour, bienvenue sur mon podcast Révélation et Inspection. Je suis Myriam Dion, moi-même inspecteur en bâtiment. Je suis vraiment enthousiaste de vous présenter un peu mon podcast sur l'inspection en bâtiment. Et le pourquoi de ça, c'est pour faire connaître la profession. Hein? On ne va pas se le cacher, on a eu un peu mauvaise presse, les inspecteurs en bâtiment. Pourquoi? Je pense surtout que c'est parce que les gens ne connaissent pas vraiment le rôle et les responsabilités d'un inspecteur en bâtiment. Bon, on ne va pas se le cacher, il y a des moins bons acteurs aussi dans le domaine, mais comme on est dans un point tournant de la reconnaissance du métier d'inspecteur en bâtiment, bien, je pense que c'est le moment d'en parler puis d'apprendre à connaître le métier. J'espère qu'on va être capable de vous faire connaître le métier et puis que vous allez apprendre à apprécier ce domaine-là aussi. J'espère aussi qu'on va avoir des révélations chocs, hein, qui sait, puis j'espère qu'on va être capable de parler aussi de certaines choses qui sont un petit peu tabous, comme les relations entre inspecteurs et courtiers immobiliers. Qui sait les révélations qu'on va avoir à ce sujet-là? Donc, je vous invite dans les coulisses de l'inspection à bâtiment. J'espère que vous allez apprendre là-dessus, puis j'espère surtout être capable de vous faire briller ma profession. Aujourd'hui, j'ai un invité. Je suis vraiment contente de l'avoir avec moi. C'est quelqu'un qui est connu dans le milieu de l'immobilier, non pas parce que c'est un courtier immobilier, mais parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein? Stéphane, t'es avocat en droit immobilier, conférencier, écrivain, coach, t'es papa, t'es père de mari, puis t'es partout. Donc, ta vie, là, est bien occupée, de ce que je comprends. Bon, on dit, l'expression, c'est quand on est occupé, on n'est pas préoccupé, Myriam. Ah, OK. Fait que là, dans le fond, tu chasses les préoccupations en t'occupant. Bon, c'est bien ça. Oui. Stéphane, tu es surtout avocat en droit immobilier. Ta carrière est basée là-dessus. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours puis qu'est-ce qui amène quelqu'un à devenir avocat en droit immobilier? Dans mon cas, Dans ton cas, oui. un inspecteur en bâtiment. Oh! Bon, tu Un vois, inspecteur, ça voilà. a du bon, les inspections. La boucle est bouclée. Écoute, bref, comme ça, tu sais, quand on est à l'école, quand on étudie, on n'a pas de spécialisation ou en lisant des livres, on pense qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, mais finalement, c'est la réalité, c'est le contact, tu sais, qui fait en sorte qu'on a une pratique. Et moi, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2001, environ 2001-2002, je m'en vais dans un événement dans ma région natale de Portneuf et j'avais lu un livre sur le développement des affaires qui disait, bien, asseyez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, j'ai vu un monsieur tout seul à une table et je me suis présenté, on a eu une belle rencontre, on a donné suite à ça. C'était un inspecteur en bâtiment. Puis on comprend que 2002, inspecteur en bâtiment, ça commence, hein? C'est les tout premiers débuts. Et avec Jean-Jacques Véraud de Comspec, j'ai développé une belle relation. Il m'a invité à faire des conférences au sein des agences immobilières. Donc, il dit, moi, je fais des interventions sur démystifier des aspects du bâtiment. Puis toi, ben, tu peux faire des interventions sur les obligations du courtier, les caractéristiques. Donc, un peu démarquer qu'est-ce que fait un inspecteur, puis qu'est-ce que fait le courtier, puis qu'est-ce que doit faire l'acheteur. L'acheteur a aussi des obligations. Oui. Donc, 2002 à peu près, je commence comme ça. Et en faisant des interventions auprès des courtiers, des conférences, bien, ça m'a développé des clients. Et j'ai formé pendant 5 ans, le soir, des futurs courtiers immobiliers dans un collège. Donc, je faisais ça de soir, puis j'ai formé des dizaines et des dizaines de courtiers immobiliers. Donc, à partir de là, c'est devenu ma pratique, c'est devenu mon terrain de jeu. J'adore l'immobilier, c'est tangible, hein? C'est l'investissement le plus important des gens. Oui, vraiment. Donc, ça n'a pas arrêté depuis 2002 environ. Donc, ça fait 23 ans. Là, tu me corrigeras, mais j'ai entendu ou j'ai lu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, tu disais que c'était ton dernier procès. Est-ce qu'il y a eu d'autres procès après ton dernier procès ou... Bien, c'est un changement de carrière. Ben, peut-être pas de carrière, mais disons que d'enlignement, c'est qu'après 25 ans, à faire beaucoup de litiges immobiliers qui s'appellent vices cachés, malfaçons, troubles de propriété, ben, j'ai une équipe au bureau. Je ne suis pas tout seul. Hein. On a plusieurs avocats. Puis je me suis dit, ben, c'est le temps de le laisser. Donc, tranquillement, ce que je fais, c'est que j'ai fait du mentorat pour les procès. J'ai accompagné mes avocats. Je les ai coachés, mentorés. Et ben, le temps est venu pour eux de pouvoir faire ça. Moi, je me déplace beaucoup plus en stratégie, consultation des clients, stratégie, accompagnement et droit disciplinaire pour les courtiers immobiliers. Donc, c'est vraiment plus le volet que je prends là, après 25 ans. Quelque chose de changer aussi la routine, puis de ne pas trop avoir de mauvais plis. Transmettre tes connaissances aussi en même temps. Oui, c'est important. Écoute, tu as parlé de vices cachés, puis je pense que c'était déjà ma prochaine question.
Le vice caché, là, on s'entend-tu que c'est une définition que les gens ne connaissent pas bien? Absolument pas. Est-ce que tu peux, toi, en tant qu'avocat immobilier, nous dire qu'est-ce que c'est qu'un vice caché? C'est quoi la vraie définition? Est-ce qu'un inspecteur en bâtiment inspecte les vices cachés? Bien, C'est évidemment quoi? pas. Non, justement, c'est ça le biais que les gens ont. D'abord, un vice caché, là, la première chose importante, Myriam, c'est que c'est un vice qui est caché pour l'acheteur et non pas un vice caché par le vendeur. Donc, quand les vendeurs appellent, puis parce que je représente des acheteurs des vendeurs, puis le vendeur dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas responsable, je ne le savais pas, je n'ai pas caché. » C'est pas ça le critère. Donc, ça a été mal écrit dans la loi. On aurait pu dire un vice non apparent. Ils ont dit un vice caché. Donc, c'est dans le sens où le premier critère, c'est que le problème au bâtiment ne doit pas être apparent pour un acheteur, mais il n'y a pas de lien avec caché par le vendeur. Le vendeur peut avoir été là une semaine, il a acheté la maison, il l'a revendue, bien, il va pouvoir avoir une réclamation en vice caché, même s'il était là 7 jours légalement. Donc, premièrement, les critères d'un vice caché quand tu achètes une maison, bien, c'est pas comme une garantie si tu achètes un auto. Tu achètes un auto au concessionnaire, tu as un problème sur le char, tu retournes au garage, bien, garde, c'est garanti ou ça ne l'est pas. La garantie légale sur les vices cachés, c'est plus exigeant. Donc, ça prend un problème qui n'est pas apparent pour un acheteur prudent. 2, ça prend un problème qui n'est pas connu. Donc, d'où l'importance de la déclaration du vendeur. Il ne faut pas que ce soit marqué. Il faut que ce soit un problème qui existe au moment de la vente. Ce n'est pas une garantie prolongée. Si jamais, dans l'avenir, le toit devient magané, bien, ce n'est pas ça. Non. Il doit exister au moment de l'achat. Et enfin, autre élément important aussi, c'est qu'on doit, le vice, on doit le décrire, le dénoncer à l'ancien propriétaire dans un délai raisonnable. Donc, un vice qui est majeur, un vice qui n'est pas apparent, un vice qui est inconnu et un vice qui existe au moment de la vente. Donc, il est inconnu aussi du vendeur du propriétaire qui vit dans cette maison-là. Possiblement. Il peut le connaître aussi. Il peut le connaître aussi, mais dans le fond, il faut que ce soit prouvé que ce vice-là était présent au moment de la vente. Exactement. Puis un inspecteur en bâtiment qui a plus de connaissances, exemple, que monsieur, madame, tout le monde dans le bâtiment, exemple, qui va en inspection puis qui voit des indices de problématiques qui pourraient être cachés, c'est pas un vice caché qu'il trouve parce que, dans le fond, il y avait des indices apparents. C'est ce que tu me dis. Exactement. Bien, c'est ça. Le rôle de l'inspecteur, on va peut-être en reparler tantôt, mais c'est vraiment d'être à l'affût des indices. Okay. Donc, il y a des choses qui ne sont pas apparents, mais tu as des indices. Je vais te donner un exemple. S'il y a de la contamination d'huile sous la dalle ou des refus d'huile parce qu'il y a eu un ancien chauffage à l'huile puis que tu as de l'huile qui a migré dans le clapet et tout ça, bien, il ne verra pas la teinte d'huile enfouie, mais s'il y a des senteurs d'huile, ça, c'est l'indice. Puis il va dire ici, j'ai des senteurs d'huile, il faut aller plus loin. Donc, il est à l'affût, effectivement, d'indices. C'est ce que vous faites. Exactement. Puis là, dans le fond, tu t'as parlé aussi qu'il y avait des vices qui pouvaient être cachés par un propriétaire. Dans ce cas-là, on appelle ça comment, ce genre de vice-là? On appelle ça du dol. Donc, quand le propriétaire-vendeur le sait qu'il y a un problème, puis qu'il berne l'acheteur... Il a voulu le camoufler. Oui. Alors là, il y a 2 impacts. Il y a le premier impact de ça, c'est que l'acheteur va dire, moi, non seulement tu vas me payer mes réparations, mais tu vas me payer des troubles, des ennuis, des inconvénients, des dommages moraux, parce que là, tu me mets dans une situation invivable avec la maison. Donc, le vendeur va être responsable beaucoup plus. Le deuxième impact que ça a, Myriam, c'est quand on achète avec une clause sans garantie légale. Ça nous oblige à démontrer que le vendeur savait les problèmes. Donc, dans ce cas-là... On ne peut pas poursuivre dans ce cas-là en vice caché. On pourrait poursuivre seulement que pour un dol qui a été volontairement caché. Il y a toujours un recours, mais ce n'est pas la même porte qu'on va ouvrir. OK. Fait qu'il faut être capable de prouver que le vendeur le savait. Exact. Ce n'est pas des présomptions de genre, mais il devait bien le savoir, il était là pendant 15 ans. Là. Non, il faut prouver une connaissance du vendeur en dol. Puis, en tant que, mettons, vendeur, là, qu'est-ce que tu penses qui est la meilleure chose à faire? Pour le vendeur, là, il sait, c'est imminent, puis lui, il ne veut pas se faire poursuivre là, plus tard, il ne veut pas que personne revienne contre lui. C'est quoi sa meilleure option en tant que vendeur? Oui, bien écoute, j'en verrai 2. On va en mettre 2. Aux auditeurs, ils vont en avoir 2. C'est excellent, un bonus. Ça. Alors, une déclaration du vendeur bien complétée. Il ne faut pas sous-estimer ce formulaire-là, il est important.
ça a parti en 2002. Il y avait une question, hein? Avez-vous connaissance de facteurs susceptibles de façon significative d'augmenter les dépenses à la clause 6.1? C'était que ça. On est venu avec un petit questionnaire. C'est les inspecteurs, d'ailleurs, qui avaient un questionnaire du vendeur au début et non pas les courtiers. Donc, les inspecteurs de la IBQ avaient un questionnaire poser des questions. qui avait une page et ça s'appelait « Questionnaire du vendeur ». Et après ça, on a eu la déclaration du vendeur qui est rendue à quelque chose qui a 8 ou 9 pages. Donc, que le vendeur prenne la peine, là, quand il vend sa propriété, de bien compléter ce document-là puis de dire tout ce qu'il sait. 1. 2. Il existe aussi de l'inspection pré-vente. Alors, pour pallier la situation où un acheteur dit « Moi, j'achète puis je ne fais pas inspecter, c'est pas grave, je dépense 650 000 pour acheter quelque chose, puis je veux sauver 1 000, 1 500 $, donc moi, je ne fais pas inspecter. » Bien, si le vendeur a fait une inspection pré-vente, bien, c'est une façon de se protéger parce que les éléments apparents auront été reflétés dans le document. Et si jamais l'acheteur revenait, bien, d'abord, on va lui remettre, puis on va lui dire, bien, écoute, lis la page 24, c'est marqué ici que la toiture avait atteint sa durée de vie, qu'elle était effritée, puis qu'il y avait des interventions requises. Donc, 2 choses pour le vendeur. DV, prévent. Inspection prévente. Ouais. Bien, c'est bien que tu en parles parce que c'est pas un aspect qui est vraiment connu en inspection. Tu sais, moi, étant inspecteur, je fais énormément de pré-achat, pré-vente. J'en fais quelques-unes à chaque année parce que de plus en plus, les gens sont conscients, justement, puis ils veulent se protéger. Fait que c'est super que tu en parles, Stéphane, parce que c'est le même type d'inspection, en fait, là, qu'on fait qu'une inspection pré-achat. C'est le même type de rapport, mais ça protège le vendeur, finalement. Exact. Puis comme tu le sais, le vendeur aura aussi le choix avec ça de dire, je vais faire des travaux. Il y a des choses que je vais faire, je vais documenter avec des factures, ou de ne pas les faire, puis que ce soit au moins documenté dans le rapport. Oui. Puis là, Stéphane, toi, là, t'es en lien dans des litiges immobiliers. Fait que tu vois des inspecteurs qui se font poursuivre, tu vois aussi des anciens propriétaires qui se font poursuivre. Là, on cherche le coupable. Est-ce que l'inspecteur aurait dû le voir? Est-ce qu'il aurait pas dû, est-ce que c'était caché? Dis-moi, est-ce qu'un rapport d'inspection, selon toi, là, peut être trop sévère? Est-ce qu'un inspecteur en bâtiment, là, parce qu'on entend souvent, les inspecteurs, ils se protègent dans leur rapport, ils mettent trop de choses. Est-ce que tu crois qu'un rapport peut être trop sévère? Oui. Oui. Que c'est pas justifié, mettons. Exactement. Parce que on comprend que l'inspecteur, il est dans un corridor étroit, hein, comme tout professionnel, dans une transaction immobilière. C'est que son rôle, là, c'est de dire comment est la maison objectivement. Le rôle de l'inspecteur, c'est pas de faire, entre guillemets, planter une vente. Là. Non. Quand un acheteur fait une promesse d'achat, ça veut dire qu'il a visité la maison, il l'a vue, il l'aime, ça fait son affaire, il souhaite demeurer là, surtout dans un marché favorable aux vendeurs. Là. Donc, il veut la maison. Donc, il ne veut pas la détruire dans une inspection. Il ne veut pas que l'inspecteur produise un retrait de promesse d'achat suite à l'inspection. Il veut connaître l'état du bâtiment. L'inspecteur en bâtiment, bien, son rôle, c'est d'identifier les principales caractéristiques du bâtiment avec une objectivité pour dire à l'acheteur, bien, voici ce qui est ici. Puis il y a un grand volet de ça, c'est de la communication. Tu sais, il va toujours avoir une fissure au bâtiment. Fait que si tu marques dans le rapport présence d'une fissure, danger d'affaissement, tu sais, c'est peut-être pas justifié, mais si tu expliques à ta personne que c'est un filet, puis que c'est une petite fissure, puis c'est normal, puis celle-là, on ne voit pas de conséquences graves, bien là, c'est correct. Il y a des inspecteurs, évidemment, qu'il y a une problématique parce qu'un inspecteur, c'est un grand avantage pour les clients. C'est que les inspecteurs reconnus, ça va être de plus en plus reconnu et réglementé, doivent avoir une assurance responsabilité, erreur et omission. Tous les courtiers immobiliers qui recommandent un inspecteur en bâtiment, ils doivent s'assurer que l'inspecteur en bâtiment ait une assurance. Si quelqu'un, présentement, s'en va sur Internet puis choisit quelqu'un, il peut tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Exact. Donc, bonne chance, si tu as 200 000 de dommages, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'argent dans son compte de banque. Donc, l'inspecteur en bâtiment, lui, il a une assurance. S'il y a trop de réclamations, il perd son assurance. Donc, il ne pourra plus aider les gens. Mais donc, s'il n'en dit pas assez, il sous-estime les problèmes, bien, il y a un risque de poursuite contre l'inspecteur, puis il peut perdre son permis. En fait, la possibilité d'être recommandé. Donc, on vient de perdre un bon inspecteur dans le marché. Donc, il doit dire les choses, mais il ne doit pas non plus aller à l'exagération. Donc, je vais te donner un exemple. Drain de fondation, durée de vie utile, 40-50 ans. Donc, l'inspecteur peut marquer qu'il s'agit d'une propriété de 40 ans, donc il est possible que le drain ait atteint sa durée de vie. Il peut recommander à l'acheteur d'aller faire une investigation s'il veut. Si pour l'acheteur, c'est important,
Puis l'acheteur, il dit, moi, j'ai pas une scène à mettre sur la maison, j'ai mis 10 000 de cash, j'ai pas de cash. Bien là, l'inspecteur va dire, bien écoute, dans son rapport, moi, je vous recommande d'investiguer avant l'achat. Fait qu'au moins, vous allez le savoir. Ça, c'est correct. Mais si l'inspecteur se met à dire qu'il n'y a pas de drain de fondation, donc il y a des infiltrations d'eau dans ces cas-là, il y a de la moisissure dans les murs, il ne peut pas aller jusque-là. S'il ne voit pas de moisissure. Exact. Il ne peut pas supposer des choses en Non. disant, pour toutes les maisons de 40 ans et plus, il y a de la moisissure dans les murs, puis vous allez devoir stripper le sous-sol. Mais on peut prendre pour acquis que quand la maison a une quarantaine d'années, que c'est possible que le drain soit défectueux. Donc, possible. on pourrait recommander d'aller faire une expertise juste pour s'en assurer. Voilà. Et c'est là la mauvaise compréhension. Les gens vont dire, ouais, mais il aurait dû me dire qu'il était fini. Il l'a pas vu. Il peut pas. Bon, on peut pas le voir. On le voit Non, pas, le dans drain. les normes d'inspection, on ne peut pas dire des choses qu'on ne voit pas. Donc, mais on a de l'information. Donc, c'est un exemple pratique parce que 60 des cas, c'est le drain de fondation. Donc, l'inspecteur, effectivement, peut dire, bien, écoute, c'est une maison de 55 ans, donc il est probable ou possible que le drain ait atteint sa durée de vie. Allez voir. Mais il ne peut pas dire le drain a atteint sa durée de vie, c'est fini, puis tu as des problèmes. Si ta propriété est située, bien là, je ne veux pas tomber dans l'inspection, mais si la propriété est située, puis c'est tout du sable, du beau sable autour, puis qu'on a fait on a mis un peu de roche autour, ça se peut que ça se draine aussi bien, sinon mieux qu'un drain artificiel. Mais donc, on ne le sait pas. Tant qu'on n'a pas vu, l'inspecteur ne le sait pas. Puis les gens qui disent, ouais, mais il aurait dû me le dire, mais c'est parce qu'il n'est pas un magicien, là. Il ne peut pas inventer les choses. C'est ça. S'il n'y a pas d'indice. Surtout s'il n'y a pas d'indice apparent. Voilà. Dans le fond, lui, il est là pour relever les indices apparents. S'il n'y en a pas, il n'est pas là pour laisser présager qu'il y a une problématique s'il n'y a pas d'indice non plus. Mais c'est sûr que, comme tu mentionnes, quand la maison elle a déjà un certain âge, on peut présumer que ça va être un des travaux qui vont être à faire dans le futur. Donc, c'est bien que l'acheteur aille faire une petite expertise là-dessus. Voilà. Parfait. Dans le fond, ma prochaine question, c'était en lien avec justement les rapports d'inspection. Tu sais, je te demandais, est-ce que c'est trop sévère? Mais qu'est-ce que, dans le fond, dans un rapport d'inspection, pour toi, qu'est-ce que tu considères comme un rapport d'inspection qui est professionnel? Parce que, tu sais, moi, j'en lis des rapports d'inspection, là, parce que souvent, je vais passer en arrière d'un autre inspecteur ou je vais faire de l'expertise légale ou je vais aller, par exemple, faire l'inspection d'une maison puis la personne rend disponible son ancien rapport d'inspection. Fait que j'en lis des rapports. J'en fais moi-même des rapports d'inspection. J'essaye de les monter clairement puis tout ça. Puis il y a des fois que je vois des choses dans des rapports, je me dis, mon Dieu, si ça se ramasse sur le bureau du juge, il me semble que l'inspecteur n'a pas une très grande crédibilité de son document. Mm-hmm. Fait que le document qui est rendu d'un inspecteur en bâtiment, là, selon toi, comment ça devrait être monté? Comment ça devrait être bien décrire son travail, finalement? Ben, je ne veux pas que les gens rient à l'écran, là, mais il faudrait d'abord que le rapport parle de la maison inspectée. Pas de textes généraux sur un peu en fait, n'importe quoi. de la bonne maison. Parce que moi, j'ai vu dans mon expérience qu'à un moment donné, il y a des inspecteurs qui font tellement de volume, là. C'est comme 4 inspections par jour, 5 fois par semaine. Fait que 20 000 par année. Et j'ai vu des cas où est-ce que c'est pas la bonne maison. Donc, tu parles de vide sanitaire quand il y a un sol, ou bien le sol a été inspecté, puis la chambre était correcte, c'est un vide sanitaire. Donc, mais ça, c'est exceptionnel, puis c'est folklorique, là, mais des gens qui font beaucoup, beaucoup de volume peuvent se tromper. Donc, on va parler de la mauvaise maison. Donc, première chose, parler de la bonne maison, ça part bien. 2, c'est pas une question d'épaisseur. Des fois, les gens ils disent « Écoute, je veux un rapport de 180 pages, c'est hot. » Mais comme tu dis, si dans les 180 pages, il y a 3 lignes, j'exagère toujours, là, mais 3 lignes de texte qui parlent de la maison, puis 179 pages qui sont des critères généraux sur l'entretien d'une maison, bien, tu noies le poisson. Donc, c'est pas une question de volume. Quelqu'un pourrait faire un rapport de 15 pages, puis soit ça à coche. Quelqu'un pourrait faire un rapport de 200 pages, puis dire n'importe quoi. Là, ce qu'on doit trouver, moi, je pense, c'est de la pédagogie. C'est que l'acheteur, le client, il doit être capable de lire ça, puis de comprendre ce qui est marqué, puis d'être capable de connaître sa maison, parce que pour lui, c'est un guide d'entretien pour les prochaines années. Il sait les forces, il sait les faiblesses, puis il sait sur quoi intervenir. Les éléments majeurs, bien, il y a 2 éléments qui sont incontournables, parce que c'est de là que viennent les problèmes. Le sous-sol. Prendre le temps d'expliquer le sous-sol, la composition, le type de fondation,
le type de styrofoam. Quand on voit du styrofoam blanc, il faut que ce soit marqué, puis il faut qu'on parle des conséquences d'un styrofoam blanc qui n'est pas par vapeur. La présence de coulisses, d'efflorescence, d'odeur. Donc, le sous-sol, là, ça devrait être la priorité. Je dis ça, j'exagère peut-être, mais en tout cas, la priorité numéro 1, c'est le sol. L'autre élément où l'eau va rentrer puis qu'on a des problèmes, c'est l'entretoit. Le toit. Donc, quand on a un accès à l'entretoit, moi, un inspecteur qui dit, écoutez, j'ai un client qui m'a dit, l'inspecteur m'a dit, j'ai peur des hauteurs. Tu sais, comme, je n'ai pas fait d'autres choses, là. Il n'est peut-être pas dans le bon métier. Non, peut-être pas. Ou il était tellement gros qu'il ne pouvait pas rentrer dans les entretoits. Fait qu'il dit, tu comprendras que moi, je ne peux pas aller là. Tu sais, je sais pas. Ça cause un problème. Limitation physique, c'est ça. Oui. T'es pas à la bonne place, peut-être. Fait que d'aller dans l'entretoit, on ne dit pas nécessairement de marcher dans l'entretoit. Les règles de l'AIBQ et des inspecteurs disent qu'on doit voir l'état de l'entretoit. Ça veut dire ça prend une échelle, là. Fait qu'un inspecteur qui n'a pas de lampe de poche, qui n'a pas d'échelle, là... Ça part mal. Ça part mal. Donc, de l'équipement, ça ne coûte pas tant cher. Outils thermiques, c'est un plus aussi. Donc, l'entretoit, ça veut dire que tu as une échelle, tu rouvres la trappe, tu as une bonne lampe de poche et minimalement, tu vas screener l'entretoit pour voir si tu as des cernes, des taches, de l'humidité, si tu vois des bestioles, des souris, des trappes. Et encore mieux, c'est que tu rentres dedans. Et là, tu peux même soulever de la laine pour voir s'il n'y a pas, à quelque part, des traces de souris ou d'humidité. On regarde le pontage. Est-ce que les traces d'eau sont secs ou actives? Ça, c'est des choses basiques. Le reste, là, les robinets, puis la champlure, puis la manivelle de la fenêtre, puis, tu sais, oui, mais on comprend que ça, c'est pour de l'entretien normal, là. Tu ne te retires pas de la maison parce que ton robinet de salle de bain, il coule, tu sais. Ouais, ou que la fenêtre, la poignée est brisée. Oui. Mais tu ris, mais tu sais, moi, on en reçoit d'appels, tu sais, des fois, le client aussi... ça part de responsabilité là-dedans. Puis, tu sais, souvent, ils vont se fier qu'ils vont avoir un rapport tellement détaillé que si la manivelle marche pas lors de la prise de possession, ils vont rappeler l'inspecteur pour dire pourquoi tu me l'avais pas dit. Ouais. Est-ce que ça cause un préjudice à ton bâtiment? Pas pantoute, hein? Pas vraiment. C'est du niaisage. C'est ça, exactement. Tu n'as pas de cause, là. Tu peux pas poursuivre quelqu'un pour ça. Chez La Ferté, puis achète-toi-en une. Ça coûte 10$, puis arrête de m'achaler. Mais là, je comprends qu'en service client, on explique aux gens. Oui. Puis les fondations, évidemment, l'état des fondations, le type de fondation, c'est comme les 3 basiques, Myriam. Tu sais, quelqu'un dirait, je fais juste inspecter 3 éléments. Je dirais, entre-toit, sous-sol, fondation, tu viens d'identifier 90% des problèmes potentiels. Des risques. Tant qu'à moi. Donc, de bien décrire ça, puis d'être accompagné de photos pour illustrer les choses, bien ça aide beaucoup parce que quand on dit présence de fissures, au début 2002, moi, j'avais des rapports narratifs. Fait que même pas narratifs, c'était coché. Coché, ouais, c'était pas de photos. SSI, SIA, FFO, puis là, c'était tout vérifié, coché. Non vérifié. Exact. Puis il n'y avait pas de photos. Donc, je veux dire que quand tu lis ça un an après, tu fais comme... What? Tu fais quoi avec ça? Exactement. Mais est-ce que tu penses, puis autant pour l'inspecteur, que c'est une protection pour lui d'avoir beaucoup de photos du bâtiment? Parce que là, lui, si jamais il y a un recours contre lui, il peut comme ressortir ses photos puis il est capable de dire, mais non, mais au jour de l'inspection, regardez, là, j'ai... Regarde comment c'était. C'était abrié. Il y avait un revêtement au sol dans cette pièce-là. Il y avait du plywood. On voyait rien, là. Là, vous l'avez dénudé, mais moi, quand je suis allé inspecter, là, c'était pas comme ça, là. C'était fermé, là. Oui, c'est pas des magiciens, là. Non, puis on voit pas au travers des murs, hein, même pas avec la thermographie. Ça, c'est vraiment à démystifier là, pour les gens. C'est qu'on voit, personne ne voit au travers des murs, même les appareils thermiques. Là. Mais non, les gens ils disent on voit l'eau. Non, on voit pas l'eau, on voit la température. C'est ça, c'est la température en surface des matériaux qui est détectée. Donc, c'est ça. Mais dans le fond, ma prochaine question, ça m'emmenait aussi au fait de, bon, est-ce que toi, je sais que tu en lis beaucoup des rapports d'inspection, est-ce que ça t'est arrivé là, de lire dans un rapport d'inspection et tu t'es fait, ben voyons donc, il n'a pas écrit ça ou la photo est vraiment bizarre, tu sais, quelque chose qui t'a fait sourire, là, une anecdote. Tu sais, moi, j'en ai raconté une dans mon dernier podcast que je lis le rapport d'inspection avant moi, puis l'inspecteur décrit le drain de plancher, il s'est agenouillé, il a pris une drain de plancher en photo, sauf que la seule chose qu'on voit, c'est son entrejambe dans la photo. Oh, oui. Fait que moi, je regarde le rapport puis je me dis, oh boy, OK, une photo d'entrejambe dans le rapport. Est-ce que toi, tu vois des choses comme ça qui pourraient te faire sourire de temps en temps? Oui, bien, sourire, il y a des affaires qui sont plus dramatiques, là. Oui, toi, tu es dans une situation qui est difficile. Oui, c'est ça, mais écoute, j'en ai des tonnes de choses croustillantes, mais il y a des choses croustillantes qui font plus mal. C'est comme quand tu as des fissures en escalier, là, sur un mur, là, complètement, là, puis que tu as l'équivalent de l'autre côté, puis l'inspecteur, il dit légère fissure à vérifier. C'est parce qu'il y a un problème de tassement différentiel dans la maison, là. OK, un problème de structure majeure, là. Oui, c'est ça. Ou se changer de terme, de donner les mauvais termes, ou... c'est assez... on en voit de temps en temps, mais on n'a pas de temps. Là. C'est de plus en plus professionnel, mais
Oui. C'est pas si pire que ça, finalement. La qualité du français, oui. des fois, les le tournures français de phrases... laisse à désirer. Les ER et les accents aigus, c'est le principal. Là, Ils n'ont pas ça, eux autres, antidotes Non. pour se corriger. Non, pas tant. Puis toi, qui est dans le domaine depuis longtemps, c'est quoi l'erreur la plus souvent, là, que tu vois le plus souvent, l'erreur faite par un inspecteur en bâtiment? Sous-estimer l'ampleur de fissures ou surestimer des fissures. Ça semble être problématique d'identifier qu'est-ce que tu as devant toi. Là. OK. Tu sais, on s'entend que sur le crépi, tu vois une légère fissure. Les gens ils vont marquer présence de fissuration, mouvement possible, vérifié. Ça, on veut se protéger. Puis à l'inverse, de temps à autre, on voit des fissures vraiment majeures, là, comme d'1 pouce d'infondation, puis des fissures jumelles. Ou est-ce que tu en as une en avant, une en arrière, là, tu as un tassement, ou escaliers dans les murs. Puis là, on parle présence de fissures surveillées. Tu ne surveilles pas ça, tu expertises, tu vérifies, tu as probablement un problème de tassement. Peut-être que le tassement, il est fini, là, on s'entend. Oui. Mais tu as l'indice visible. Tu as quelque chose de majeur, là. C'est ça aussi qu'il faut faire la différence là, dans un rapport d'inspection, c'est que ce qu'on a devant les yeux, c'est ce qui est visible sur le bâtiment. On n'est pas là pour dire est-ce que ça bouge encore, est-ce que ça va bouger dans le futur. On ne peut pas prévoir l'avenir. Sauf que si l'indice est visible, il faut être capable de bien la relever. Ben voilà. Fait que là, tu vois à l'extérieur, tu dis il y a une fissure en avant, il y a une fissure en arrière. Ben là, il y a des fissures en escalier qui sont majeures. Ben là, l'inspecteur s'en va en dedans. Puis là, en dedans, il cherche quoi? Hein? Des cadres de porte, des tours de porte, puis tout ça. Il va voir s'il y a des manifestations un peu partout. Fait qu'exactement, dans les fissures, c'est un peu ça. Donc, l'inspecteur, lui, il est à l'extérieur. Habituellement, vous commencez dehors, là. Oui. Puis dehors, vous voyez 2 fissures jumelles en avant, en arrière, qui sont majeures, là, qui sont devant le perron de porte, ou une fissure en escalier majeure dehors. Bien là, quand tu vois ça, ce que tu cherches comme inspecteur, c'est d'aller à l'intérieur. C'est ce que les experts en bâtiment nous disent. Tu t'en vas dedans, puis là, tu cherches des manifestations. Tu ne souhaites pas, mais tu cherches. Exact. Au-dessus des portes, au-dessus des fenêtres, les plafonds. Et là, si tu vois de la fissuration un peu partout récente, là, tu te dis, ça bouge encore. Il y a encore du travail. S'il n'y a absolument rien, puis la personne dit, écoute, ça fait au moins 6 ans que ça a été peinturé, bien, l'inspecteur peut parler à ce moment-là de dire, bien, écoute, il y a sans doute eu des tassements. Je ne peux pas dire si c'est actif ou pas. Je vous recommande de consulter un expert en bâtiment, genre ingénieur, pour valider les choses. Mais ça, selon toi, est-ce que ça fait pas peur dans un rapport d'inspection? Si, exemple, on a des indices qu'il y a eu des mouvements, que les mouvements, bon, on ne sait pas, sont-ils terminés, sont pas terminés, mais qu'à l'intérieur, j'ai pas d'indice, ça a été repeinturé, qu'on recommande, mettons, un ingénieur en structure, est-ce que ça fait peur, selon toi? Bien, en fait, l'objectif, c'est pas de faire peur ou pas. L'objectif, c'est que le client ait l'information. C'est toujours ça, c'est le devoir de renseignement puis de conseil. On dit au client, voici, il fera ce qu'il veut, mais au moins, il y a l'option. L'acheteur normal, lui, prudent, qui achète une maison dans sa vie, il ne connaît rien de ça. Si on ne lui dit pas qu'il y a ce potentiel-là, il ne le saura jamais. Donc, on lui dit, puis c'est dans la communication, écoute, on ne voit pas de fissuration, la céramique ne casse pas, il n'y a pas de fissure au-dessus des portes, mais il y a ça dehors. Si tu veux être prudent, je vais le marquer dans mon rapport, tu peux investiguer ça. Évidemment, si on a aussi de la manifestation en dedans, on lui dit, ça semble actif. Et là, je te recommande fortement de prendre un expert indépendant ingénieur ou technologue en bâtiment, là, avec la structure. Mais si on n'a rien, on pourrait le souligner parce que ça appartient à l'acheteur la possibilité de le faire ou pas. De le faire ou non. Puis si on a de quoi d'actif, on lui dit, puis il fera ce qu'il veut avec ça. Mais au moins, on lui aura dit. Ce qu'on ne veut pas, Myriam, tu as raison, c'est qu'on a vu pendant quelques années dans certains rapports des expertises complémentaires, structure, plomberie, toiture, isolation, ventilation, extérieur, pente, drain, paysagement. C'était marqué partout, expertise recommandée. Tu sais, à un moment donné, les tribunaux ils ont dit non, là, on n'est pas là pour exagérer la situation. Fait que si tu fais un rapport, puis que dans tout ton rapport, le seul élément où tu dis « je vous recommande d'investiguer davantage », c'est ça, c'est correct, là. Puis en général, c'est là la problématique la plus importante que toi, tu vois. Là. Un inspecteur qui se trompe à quelque part, c'est d'avoir mal jugé, exemple, l'état d'une fissuration de fondation, puis tout ça. Ça, c'est les recours que tu as le plus souvent, mettons, contre un inspecteur. Oui. Celui-là est en 2, je dirais, quand autour du panneau électrique, tu vois du styrofoam blanc, qui n'est pas par vapeur, puis que l'inspecteur ne note pas, bien là, il devrait dire qu'il y a présence de styrofoam, d'isolant blanc, que ce matériel-là n'était pas par vapeur, et donc que c'est possible que derrière, il y ait des moisissures. Parce que ça, c'est un cas majeur. Les gens qui achètent, puis là, ils disent, c'est bizarre, on sent de l'humidité, ils rouvrent un coin de mur, puis là, ils voient de la moisissure derrière le mur. Et là, ils décident de stripper le sol à grandeur. Puis là, tu tombes dans
20 000 de démolition, 40 000 de construction, 60 000 piastres. C'est des recours majeurs. Donc, l'acheteur aurait dû avoir l'information que... Puis malheureusement, les maisons de 1955 à 1970, il va y avoir du foam à peu près partout blanc si ça n'a pas été refait. Oui, il y en a énormément. Oui. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'on a cette information-là, puis on s'entend que, tu sais, les maisons, le parc immobilier est quand même vieillissant, là, tu sais, puis on en vend beaucoup des maisons des années 50, 60 aussi. Donc, c'est très fréquent, ça, qu'on voit du styrofoam blanc. C'est sûr que peut-être qu'il n'y a pas de problématique, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le dénoncer pour que la personne ait l'opportunité de au moins aller faire la vérification. Autre chose, par contre, moi, j'entends souvent, soit venant d'un client ou ces choses-là, qui reçoivent un rapport d'inspection puis qui me disent, tu sais, « Ah, ben j'ai été prudent et diligent, j'ai fait inspecter ma maison. Seulement, j'ai pas fait l'expertise qui venait avec. Il y a personne qui fait ça, là, tu sais. On demande pas ça à faire une expertise par la suite. Moi, j'ai fait inspecter, tu me dis ça, mais c'était ça, pour eux autres, la prudence et la diligence. Est-ce que la prudence et la diligence, c'est pas aussi de faire l'expertise qui est recommandée d'être faite? Il faut le faire. Exactement. Fait que dans le fond... J'ai pas beaucoup de bémol là-dessus, hein? Non, il faut le faire. il faut absolument. Les tribunaux ont dit clairement que quand l'inspecteur en bâtiment, à moins que ce soit un farfelu qui recommande 18 expertises, là, on s'entend, mais s'il recommande une ou deux vérifications, faites vérifier le toit, risque d'affaissement où il y a un rond dans le toit, donc je vous recommande d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose là, puis je vous recommande de faire vérifier la brique extérieure, puis que l'acheteur ne le fait pas. Ce que les tribunaux ont dit, c'est que c'est vrai que le rôle d'un inspecteur en bâtiment puis d'un acheteur, c'est une inspection visuelle des éléments facilement accessibles de la propriété, que l'acheteur prudent et diligent se fie à son rapport d'inspection. Mais ce que les tribunaux disent, c'est que s'il y a des anomalies de dénoncer, l'acheteur doit identifier la cause des problèmes. Puis si l'inspecteur lui a recommandé de faire une expertise spécifique, puis que l'acheteur ne le fait pas, en disant « Ouais, mais là, le vendeur va refuser », ou le vendeur m'a dit « Non, c'est pas vrai que tu vas faire un trou », mais dans des cas comme ça, l'acheteur, il a deux choix. Un, il achète quand même, mais là, il n'y aura pas de recours. Ou il achète, ou il vous fait vérifier, puis il y en a cœur net. Puis il y a une troisième affaire aussi, c'est qu'il pourrait aussi décider de ne pas acheter. De se retirer. Si le vendeur dit « c'est pas vrai que tu vas venir vérifier de quoi ou faire un trou dans la brique », bien là, l'acheteur, il a le choix de dire « si tu me refuses l'accès puis que mon inspecteur me le recommande, écoute, moi, chum, je vais me retirer, là, tu sais. » Est-ce que c'est pas dans l'intérêt du vendeur d'interdire de faire la... Dans l'intérêt de personne. Ah, exactement. C'est pas dans son intérêt parce que là, dans le fond, il se retrouve à peut-être perdre sa vente avec un rapport d'inspection aussi qui est obligé de divulguer, qui dit pourquoi que la personne s'est retirée. Donc, il passe aussi pour la personne qui n'a pas voulu collaborer là-dedans. Il va ramasser la patate après. La patate chaude. Il devra expliquer à d'autres mondes qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, dans le fond, mettons, exemple, là, je reçois mon rapport d'inspection. Moi, je suis un client, je fais inspecter l'inspecteur, je lis mon rapport d'inspection. J'ai 7 expertises dans mon rapport d'inspection. Je lis ça, puis là, c'est tellement compliqué que je décide de ne pas poursuivre dans les investigations, mais j'achète quand même. Là, finalement, 1 an, 2 ans plus tard, il y a une problématique qui sort, exemple, une fissure qui coule. Puis là, ben, je ressors mon rapport d'inspection. L'inspecteur l'avait bien dit, j'ai pas fait vérifier, mais comme il y avait 7 expertises, là, je savais plus à quoi me fier. Est-ce que ça, en cours, là, un inspecteur pourrait se faire discréditer, même s'il l'avait mentionné dans son rapport d'inspection, juste parce qu'il y en a trop mis sur les autres affaires? Effectivement, ben, sans jeu de mots, il avait spoté quelque chose, là. Puis, mais effectivement, si l'inspecteur généralise tout puis met des recommandations partout, il va pouvoir se faire dire, l'acheteur, ben écoute, je comprends qu'il y avait des recommandations, mais il y en avait tellement que tu n'avais pas non plus à tout investiguer. C'est du cas par cas. Mais la règle générale, c'est que tu suis les recommandations de ton propre inspecteur puis tu fais ce qu'il t'a dit de faire. Mais si l'inspecteur exagère, ben là, l'acheteur pourra dire, écoutez, je comprends, mais en plus, il m'a dit sur place, ben écoute, inquiète-toi pas, là, c'est correct. Puis quand dans le rapport, c'était marqué, ben là, ça devenait majeur. Fait que il y a tout ça, là. C'est un total. Mais le conseil pour un acheteur, c'est suis ce que ton inspecteur te dit. Tu l'as payé, tu l'as pris, tu lui fais confiance. Il connaît l'immobilier, tu ne connais pas ça. Il te recommande de faire une investigation, fais-la. Si le vendeur, il dit non, moi, je ne fais rien, je ne veux pas que tu le fasses, bien, tu choisiras entre ne pas acheter ou acheter puis assumer. Assumer la conséquence de ça. Puis, pour être un acheteur prudent et diligent, là, est-ce qu'on est obligé de faire une inspection par un professionnel? Non.
Puis ça, c'est pas un peu un genre de lapsus dans la loi? Oui, bien, les tribunaux l'ont interprété. Ce que la loi dit, c'est que le vice est apparent pour un acheteur prudent et diligent. Donc, c'est quoi qu'on regarde? Est-ce que c'est apparent ou c'est caché? Si le vice n'est pas apparent, c'est pour un acheteur prudent, diligent. Mais il peut être apparent pour un inspecteur en bâtiment qui connaît Voilà. mieux ça que, Exactement. mettons, Alors, c'est pour ça que c'est pas si facile, les dossiers d'immobilier. Les gens, ils disent, OK, c'est facile, ça doit être... Non, c'est pas évident. Donc, la loi a dit que le vice est apparent. Le vice ne doit pas être apparent pour un acheteur prudent et diligent sans qu'il ait besoin de recourir au service d'un expert. Le mot expert, on s'entend, c'est pas un ingénieur, c'est un inspecteur en bâtiment. Donc, la loi a dit expert, mais on entend inspecteur en bâtiment. Donc, il n'est pas obligé. La Cour d'appel s'est penchée là-dessus, Myriam. On lui a demandé à la Cour d'appel, c'est quoi d'abord un acheteur prudent et diligent? Ça veut-tu dire que quand ça a été adopté en 1994, les gens se sont mis à dire, bon, mais il n'est pas obligé de faire inspecter. Donc, c'est correct. C'est marqué sans expert. Donc, tu n'as pas besoin de prendre quelqu'un pour aller voir chez vous. Jamais. Non, il y a un entre-deux. Donc, ce que la Cour d'appel a dit, puis ça, c'est peut-être important pour les gens qui vont écouter, peut-être juste pour ça, ça peut lui sauver beaucoup, beaucoup de soucis. Alors, c'est quoi un acheteur prudent et diligent? C'est celui qui fait une visite de la propriété, des principales caractéristiques, qui prend le temps de regarder, qui pose des questions et tout ça. Bon. Alors, dans quel cas un acheteur pourrait se faire dire, pour être prudent, tu aurais dû prendre un inspecteur? Donc, il va perdre son recours pour ne pas avoir pris un inspecteur. C'est quoi les critères de ça? On comprend ce qu'on dit là? Oui. Donc, dans le cas où c'est un acheteur néophyte, c'est pas une question d'âge. Il peut avoir 70 ans, il achète sa première maison à vie. Il peut avoir 25 ans, puis il a fait 3 flips. Donc, c'est pas une affaire d'âge. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà eu un bâtiment? Est-ce qu'il connaît un peu le bâtiment? Pas pantoute. Bon, mais en partant, égal, tu aurais dû prendre un inspecteur. Il dit, moi, je connais rien à ça. Vous comprenez, monsieur le juge, moi, l'immobilier, je connais pas ça. Je vivais chez mon père, ma mère. On achetait une maison, on connaît rien à ça. Moi, drain, je sais pas c'est quoi, le fascia, le footing, je connais pas ces mots-là. Donc, dans ce cas-là, l'acheteur qui est... Donc, vous êtes un acheteur, c'est votre premier achat de propriété, peu importe votre âge, prenez un inspecteur. Sinon, vous allez vous faire dire probablement, t'aurais dû. 2, on dit propriété âgée. Bon, on va se ménager, là. La Cour a dit 50 ans et plus. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas, peut-être que le bâtiment vieillit plus vite que nous autres. Mais donc, propriété âgée, quand on parle de 40, 50, la Cour dit on aurait dû faire inspecter. Est-ce que je suis totalement d'accord avec ça? Ben non. Parce que je me dis, moi, une maison qui est neuve d'un an ou deux, ça ne s'est pas manifesté beaucoup. Il y a plus de chances qu'il t'apparaisse des affaires. Puis si la maison a 100 ans, bien, ce qu'elle devait faire, elle l'a fait. Mais bon, disons que la Cour d'appel, juridiquement, a dit, si la maison, elle a 40, 50... Mais tu dis-moi pas, Stéphane, t'as pas dit... Elle a 38, puis tu nous as dit 40 ans, là, on s'entend. Donc, plus la maison est âgée, plus l'acheteur doit faire inspecter. Et le troisième critère de la Cour d'appel, c'est est-ce que la déclaration du vendeur comporte des indices de problème? Donc, dans la DV, si c'est marqué... Il y a eu fuite, infiltration d'eau, présence de moisissure et tout ça égale fin inspecté. Mais ça ne prend pas tes 3. Okay. Donc, si vous êtes dans une des situations, vous commencez, c'est pas première maison, inspecteur. 2, c'est une maison qui est plus âgée, inspecteur. Ça, c'est pour être prudent et diligent. Pour être prudent. Okay. 3, la DV dit des choses, fin inspecté. Mais moi, je vais dire aux gens, vous faites toujours inspecter, là. Ben oui. Mais si c'est une maison, on va faire le cas inverse, Myriam. C'est une propriété de 2016. Il n'y a pas d'indice de problème. Puis l'acheteur a déjà eu une maison mobile ou une maison. Il a déjà eu une propriété. Il est un petit peu bricoleur. Il va passer le test. Il ne pourra pas se faire dire tu n'avais pas d'inspecteur en bâtiment. Mais de là, je recommande fortement à tout le monde de prendre un inspecteur. Sur les médias sociaux, c'est ce que je dis aussi. Je veux dire, tu achètes un auto 2000$, tu t'en vas faire 3 tests dans 3 garages différents pour savoir ce qu'il y a dessus. Puis là, les gens vont s'acheter une maison de 550 000, 600 000, puis ils vont dire, j'ai voulu te choper 1000$. Oui, puis encore là, 1000$, pas brillant. C'est ça. C'est même pas... la moyenne d'une inspection, c'est même pas ça, 1000$. Fait que on s'entend que
c'est pas une excuse, là, Non, finalement, non, le pas- prix Ben là, là, si de t'as pas le 1000$, l'inspection. achète-toi pas de maison. Ben, exactement, parce que tu vas Moi, je dis avoir... les choses comme elles sont. Ben, Là. exact. Si t'as pas 1000$ pour un inspecteur, va ton logement. Là, va pas faire ça. Là. Exactement, parce que c'est sûr qu'il y a des dépenses toujours qui viennent avec une maison, fait qu'il faut se préparer à Oui. ça. Ça, c'est certain. Voilà. Puis, on a eu un contexte un petit peu particulier là, avec le COVID. Là, on a vu ça souvent, que, il y avait de la surenchère. Si on voulait une maison, il fallait faire skipper l'inspection parce que là, s'il y avait une condition, ça passait pas. Aujourd'hui, ces gens-là là, qui ont acheté puis là, qui découvrent des problématiques, qui n'ont pas fait inspecter, est-ce que la Cour prend en considération que c'est un contexte particulier ou c'est la même affaire? Tu aurais dû faire inspecter la clause, clause ou pas clause, là, ou tant ou pas tant, ça aurait dû être fait. Là. Alors, ce que j'ai vu, il n'y a pas tant de tolérance que ça. Puis Non. je l'avais dit en 2021, je pense. J'étais intervenu avec une des bannières. J'avais fait une capsule de vidéo pour dire on se calme tout le monde, là. Les règles vont être les mêmes dans 3 ans. Donc, vous achetez là, par des contextes de folie. Les règles dans 3 ans, ça va être les mêmes dans 4 ans, 5 ans. Quand vous allez devant le juge, là, la grippe ou le rhume ou la pandémie, ou comme on l'appelle, ça va être passé, puis il va regarder les critères de la loi, et c'est pas mal ça. Donc, malheureusement, on a un client sur 2 qui appelle, il a acheté sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. J'ai une dame qui m'a appelé hier, là. Elle a 150 000 de dommages à mettre sa maison. Elle a acheté, malheureusement, elle avait du cash. Donc, elle a acheté une maison de 450 000. Elle a mis 150 000. Tout ce qu'elle avait, elle l'a mis sur sa maison. Pas de garantie légale. Il semblerait que ce soit une ancienne propriété. Moi, je couvre le Québec, fait qu'il n'y a aucune chance qu'on sache de quel dossier on parle. Là. Fait que c'est probablement une ancienne serre hydroponique. La maison est pourrie. Il y a 150 000 à mettre. Il faut qu'elle prouve la connaissance de l'ancien propriétaire qui est rendu à l'hôpital. Écoute, si elle n'avait pas l'argent de mis dessus, je disais, écoute, il y a le syndic de faillite, là, parce qu'elle dit, j'ai rien d'autre. J'ai dit, syndic de faillite. T'sais. Mais non, tous ses actifs sont là. Fait que là, c'est comme comment qu'on la sort de là, tu sais, puis elle a pas de garantie. Elle n'a pas beaucoup de recours, là. Il reste le DOL, fausse représentation, puis un recours, c'est beau, mais avoir de l'argent, c'est un autre, Myriam, là. Oui, c'est vrai que, tu sais, souvent, on entend ça, mais pour engager des poursuites, on s'entend que ça coûte des frais, là, les engager. Beaucoup de frais. Beaucoup de frais, puis c'est dur sur des familles, c'est dur sur beaucoup de choses. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas se rendre là. On ne veut pas être obligé de se rendre là. On veut pas. C'est pour ça que même au bureau, nous autres, chez Gendreau Juridique, ce qu'on a mis sur pied il y a quelques semaines, c'est qu'on a 2 avocats qui ont été formés en médiation civile, Guillaume et Isabelle. Puis moi, ma formation commence en avril. Puis nous autres, on va offrir aux gens un service de médiation privée. Donc, si l'acheteur-vendeur a un problème et qu'ils sont de bonne foi, bien, au lieu d'aller devant les tribunaux et de dépenser 25 000 d'avocats, bien, ils vont pouvoir commencer une première étape avec un médiateur pour essayer de trouver une solution. Okay. Parce que, tu sais, il faut être clair, là, des recours à 25 000 $, c'est du net, là. Oui, faut que le monde en gagne 40. Oui, exact. 40 000 $ pour des problèmes à une maison. Donc, c'est pour ça que je fais autant de préventifs. Les gens disent, pourquoi tu fais des vidéos puis tout? C'est parce que j'aime le monde. Puis les gens, est-ce qu'ils sont capables, selon toi, d'aller récupérer tout ce qu'ils ont perdu là-dedans? Bien, Possiblement moi, le pas. cas le plus dramatique que j'ai, là, il y a plusieurs années, c'est un couple assez âgé qui achetait leur première maison, puis ils ont été bernés. Écoute, la propriété était inondée à chaque printemps. Le vendeur a réussi à cacher ça. Puis le premier printemps qu'ils ont été là, l'eau a été jusqu'à la maison. On a obtenu une annulation de la vente. Le juge a ordonné l'annulation. Il a traité les gens de menteurs. Ils ont fait faillite, les vendeurs. On a fait une opposition à leur libération de faillite. On a gagné. Le gars s'est mis sur l'aide sociale et mes clients ont eu $0. T'sais, quand je dis 0, c'est pas ils ont eu 1000, ils ont eu rien. Rien du tout. Donc, rien. Puis voilà. Donc, oui, effectivement, là, présentement, c'est un appel sur 2. C'est j'ai acheté, pas de garantie. J'ai-tu un recours quand même? Ouais. Tu peux avoir un recours quand même, mais là... La démarche est plus difficile. Oui, difficile. Puis d'avoir un recours gagné, c'est pas pire, mais d'avoir l'argent du vendeur qui te paye, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire aussi. Oui. Puis là, justement, en parlant de vendeur, tout ça, je vais ramener la question sur la fameuse déclaration du vendeur. Okay? Moi, j'en lis une pratiquement tous les jours là, en inspection. C'est le document que je lis avant de me rendre à l'inspection. Pourquoi? Parce que, bon, ben ça me permet déjà d'avoir un œil sur le bâtiment. Ça me dit un peu les problématiques, les travaux qui ont été faits sur le bâtiment.
Souvent, on voit des choses qui ne sont pas mentionnées sur la déclaration du vendeur, qui sont quand même visibles à l'inspection. Puis là, j'entends souvent, je me fais dire « Ah oui, mais c'est pas grave, l'inspecteur, c'est un peu ça sa job, de ressortir. Si ça n'a pas été mis dans la déclaration du vendeur, le vendeur, lui, il se fait pas taper sur les doigts là, de ne pas avoir déclaré quelque chose qui était très visible parce que l'inspecteur passe, exemple. C'est ce que j'entends. Toi, tu entends quoi par rapport à ça? Est-ce que tu penses que les vendeurs ont peur de mettre des choses dans leur déclaration en pensant que leur maison va passer pour une mauvaise maison? Oui. Ils ont peur, fait que là, ils préfèrent en mettre moins en se disant il va y avoir un inspecteur qui va passer. Mais moi, c'est pas ma responsabilité en tant qu'inspecteur d'aller dire il y a une fissure de fondation là, grosse de même, impossible que tu l'aies pas vue, là. Oui, puis nous autres, on ne savait pas. Écoute, on n'a pas regardé ça. Il y en a que c'est vrai. Là, on me dit souvent que c'est au meilleur de la connaissance du vendeur. OK, des fois, on peut comprendre que c'est une succession, que des gens ont loué la maison, ils ne l'ont jamais habitée. Mais il y a aussi des gens qui ont construit la maison, qui ont vécu dedans 60 ans, qui la revendent. Puis là, il manque beaucoup d'informations dans la déclaration du vendeur. Fait qu'il n'y a jamais de recours contre ça, comme la fausse déclaration du vendeur. Il y a des possibilités qui puissent se faire prendre au jeu, là, dans le sens où on va dire, écoute, tu ne l'as pas dit. Moi, je sais que j'ai eu des cas où j'ai dit, voyons, vous dites que le client aurait dû voir la fissure. Mon client, il aurait dû voir ça, là, cette fissure-là. Oui. L'expert du vendeur dit, à tel endroit, il y avait une fissure, c'était apparent, elle n'était pas si majeure que ça, puis votre client aurait dû la voir, l'acheteur. Puis là, je dis, oui, mais vous, vendeur, vous avez été là 15 ans. C'est qui faisait le gazon chez vous? C'était moi. OK, vous faisiez votre gazon, vous passez devant pendant 15 ans, puis vous me dites que vous ne l'aviez jamais vu. Ouais. Mais mon client, lui, il aurait dû le voir. À une visite, exemple. Ouais. Ça fait que tu comprends que ça aide quand même. Et c'est pour ça que quand un vendeur retient les services d'un courtier immobilier, l'obligation du courtier immobilier, c'est de faire en sorte que toutes les cases soient cochées. La DV doit être complétée entièrement. Et si la DV n'est pas complétée entièrement, le courtier immobilier peut avoir des problèmes déontologiques s'il y a une réclamation contre lui ou une plainte contre lui, parce qu'il y a cette obligation-là de s'assurer. Fait qu'on comprend que quelqu'un qui vend sa maison direct, il peut faire ce qu'il veut, mais quand tu prends un courtier, tu as pas mal plus de chances de devoir répondre puis de faire dire « Hey, 3.1, là, à l'ancienne clause 3.1, à votre connaissance, y a-t-il déjà eu infiltration d'eau au sol ou ailleurs? » C'est oui ou c'est non? Je ne sais pas. Non, c'est oui ou c'est non. Là. Oui, non. Ou non. Mais quand c'est coché « ne sait pas », mettons que la personne ne le sait vraiment pas, il faut que ça soit coché, ne sait pas, et non, il ne faut pas qu'il y ait juste rien. On ne peut pas laisser le blanc avec un courtier. Okay. Avec un courtier immobilier, il y a beaucoup moins de chances d'avoir du blanc, donc les cases vont être davantage cochées, le formulaire va être bien fait, puis le vendeur va être confronté parce qu'il devra déposer les factures des travaux qu'il a fait. Sinon, ça va être marqué « aucune facture disponible ». Exemple, moi, j'ai déjà vu dans une déclaration du vendeur quel est l'isolant de l'entretoit. Et puis, c'était écrit « ne sait pas, sera à déterminer par l'inspecteur ». Moi, tout de suite, ça me soulève un flag dans ma tête. Moi. Sera à déterminer par l'inspecteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui tente de juste pas dire qu'est-ce qu'il y a dans ça se peut qu'il n'ait jamais été. Je vais te dire la vérité. Là, j'ai eu une maison là, de 2004 à 2011. Là, je suis jamais allé dans l'entretoit. Non? Non, jamais. Lors de l'achat, après ça, moi, je suis pas allé. Une fois par année, Stéphane. Oui, je sais. Important. Ça me tentait peut-être pas, je sais pas. En tout cas, je suis pas allé. Je n'étais pas un menteur. Non, mais... Je sais pas, moi, c'est quoi. Mais tu le sais pas. Non, je le savais pas. L'inspecteur à l'achat avait dit que c'était de la laine. Fait que... Tu t'es fié sur lui. Ben oui, mais moi, je sais pas. Je suis pas allé là, moi. OK. Est-ce qu'un vendeur pourrait être plus prudent et plus diligent d'ouvrir sa trappe avant de remplir sa déclaration du vendeur, par exemple? Ben peut-être que le best, c'est de faire une prévente. Tu sais, s'il ne connaît pas ça, inspection prévente, l'inspecteur va dire ce que c'est. Il va documenter. On va avoir un topo sur la maison. Parce que justement, il y a souvent un réflexe, Myriam, les acheteurs, quand on vend une maison, moi j'ai un ami qui est, un de mes meilleurs amis, c'est un ancien juge, là, il est plus âgé que moi. Puis Michael, il dit tout le temps, écoute Stéphane, dans tous les dossiers de vice, là, le vendeur pense que l'acheteur, c'est un profiteur, puis l'acheteur pense que le vendeur, c'est un menteur. Puis il dit des cas de menteurs, là, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est vrai. Est-ce qu'un vendeur, peut-être, n'a pas tout dit comme... Oui, mais est-ce qu'il voulait frauder quelqu'un? Non. Il ne voulait pas démoniser sa maison. Est-ce que l'acheteur a fait ce qu'il fallait? Peut-être pas tout, mais il a fait son possible. Fait que moi, quand un acheteur ou un vendeur m'appelle, je lui explique ça. Je lui dis, là, oubliez les mots, là, vendeur, fraudeur, profiteur. Regarde, comme vendeur, vous avez donné une garantie. Donc, s'il y a des problèmes,
on a 5 critères à répondre. Puis s'il répond, vous devez indemniser. Vous avez donné cette garantie-là à l'acheteur. Ce n'est pas un profiteur. Vous honorez votre garantie. Puis je dis à l'acheteur, le vendeur, il doit honorer cette garantie-là aussi. Mais comme acheteur, est-ce que tu réponds les critères? Écoute, tu as acheté une maison de 1922, tu dis qu'il y a des bimes dans le sous-sol qui sont pourris, tu as 28 ans, tu as acheté ça, tu n'as pas fait inspecter. Je veux dire, à un moment donné, responsabilise-toi, là. Oui, c'est sûr que le vendeur a une responsabilité, mais aussi l'acheteur. C'est En ça. tant que consommateur, on a aussi une responsabilité de s'informer, ou du moins, ou de prendre l'information ou de s'engager un inspecteur Voilà. en bâtiment. Donc, ça fait partie de nos responsabilités. C'est pour ça que chez nous, le critère, je veux dire, la porte d'entrée, là, faire consulter les gens, avoir une consultation, se faire donner leur juste ça va. Pour qu'il y ait une suite, il faut que le client ait raison ou qu'on croit en lui. On ne fera pas dépenser 20 000 de frais d'avocat pour une cause vouée à l'échec, là. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai acheté une maison de 1860 puis les fondations sont en moellon, en pierre, puis que c'est instable, je veux dire, je n'irai pas faire des recours pour lui, là. Il m'a dit « regarde, chum, je veux dire, c'est une évidence que tu n'as pas de recours. » Oui, exactement. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Bien, ce que tu peux faire, c'est réparer. C'est C'est peut-être ça. mieux de réparer que de payer un avocat. Oui, exactement. Moi, je n'emmènerai pas une meilleure fondation chez vous, là. Donc, de donner leur juste important, là. Peu importe le professionnel, faut respecter les gens. L'argent, c'est durement gagné. Exact. Puis un litige dans une maison, tu l'as dit, c'est douloureux. Oui. C'est la maison, c'est le couple, c'est la famille. Et j'ai tellement eu de cas de séparation parce que les gens ont craqué à cause de ça que je me dis non, faut sensibiliser, il faut informer les gens. Puis là, on revient un peu à l'inspecteur en bâtiment. Là, tantôt, je t'ai entendu dire qu'il y a des bons inspecteurs puis il y en a des moins bons. Qu'est-ce que tu qualifies, toi, de pas bon chez un inspecteur? Comment un inspecteur peut être pas bon? Il manque de formation, manque de connaissances? Écoute, il peut être bon la plupart du temps puis l'avoir manqué un matin. Puis il peut Parce être... qu'il est humain, là. Oui, ce matin-là, ça n'allait pas bien, il ne l'avait pas, il a manqué sa shot, il n'y a pas une obligation de résultat, il y a une obligation de moyens. De moyens. Ça veut dire qu'une inspection, c'est une inspection, je le disais, visuelle, Oui. des éléments facilement accessibles. Donc, on n'ouvre pas des murs, on ne fait pas des trous, on ne fait pas des percées, à moins qu'il y ait des indices, on va demander l'autorisation. L'inspecteur en bâtiment fait le tour des principales composantes de la maison. Donc, s'il y a un accès à l'entretoit, il va. Après ça, il va au sous-sol. Il porte attention s'il y a de l'humidité, de la moisissure, de l'efflorescence, des odeurs bizarres, du styrofoam blanc, des taches, des indices qu'il y aurait une humidité au sol aussi. Le système électrique, il va aussi vérifier ça aussi, hein, parce qu'il y a des questions d'assurabilité avec l'assurance. Il va aller à l'extérieur aussi voir le tour des fondations. Est-ce qu'il y a des fissures majeures? Est-ce qu'il y a des choses qui sont anormales au bâtiment? Il va aller visuellement du terrain, regarder la toiture pour voir si le bardeau semble correct, il n'y a pas d'ondulation dans la toiture, ça respecte. Il y a toujours la question aussi des pentes négatives, là, évidemment, qui sont quand même importantes. Les gouttières, l'écoulement des gouttières. Les scellants. Oui. Les inspecteurs scellants. Oui. Fait que ça, c'est ce que fait un bon inspecteur. L'inspecteur qui n'est pas bon, c'est qu'il va manquer sur les éléments vraiment majeurs. Donc, entre toi, il va manquer sa shot, ou bien l'extérieur, il ne verra pas des fissures majeures, ou dans le sous-sol, il va faire ça trop vite. Une inspection, ça dure au moins 2 heures. Ça, c'est une autre question que j'ai avec toi qui m'amène, là. Parce que, tu sais, moi, je suis dans ce domaine-là, puis il y a souvent beaucoup de pression sur l'inspecteur au jour de l'inspection au niveau du temps. Hein, on se fait dire si c'est trop long, puis là, moi, j'ai un autre rendez-vous, puis blablabla. Je pense que on peut-tu laisser la chance à l'inspecteur de faire son travail? Lui dégager des accès le plus facile, tu sais, je veux dire, les accès d'entretoit, dans le sous-sol, avoir de la place, les entrées d'eau, ces choses-là pour qu'il voit, mais aussi lui laisser le temps de faire son inspection. Bon, c'est sûr que, tu sais, on veut pas un peu de tortue non plus, là, il faut pas tomber dans l'autre exagération, mais quelqu'un il peut vraiment prendre le temps, puis limiter aussi la quantité de personnes pendant l'inspection. Là, des fois, moi, je vois ça. Papa, maman, les enfants, j'ai emmené ma meilleure amie. Là, maintenant, on est 20 personnes. Puis là, après ça, tu arrives pour faire ton rapport. Puis, je suis dans le milieu, je le sais. Tu as des photos. Puis là, tu regardes ça. Puis tu te dis, il me semble que j'ai pas pu faire l'inspection comme j'aurais voulu la faire. Exactement. Exact. Puis là, ben, t'es distrait.
T'es distrait, Donc là, tu arrives exactement. au panneau, puis là, je sais pas, il y a quelqu'un qui dit « Hey, non, c'est important, hey, viens voir, chérie, ce que je viens de voir là. » Le père de la fille dit « Viens-t'en, viens-t'en. » Là, on quitte, on s'en va dans la pièce de mécanique, on tombe là, après ça, on remonte, puis l'inspecteur a manqué le panneau parce qu'on l'a dérangé. Exact. Tu sais, moi, je suis pas inspecteur, Myriam, je suis pas là pour dire à qui que ce soit quoi faire, mais, tu sais, je me dis... Mais c'est son Qui inspection. devrait l'accompagner, c'est l'acheteur ou le vendeur, l'acheteur, le couple ou juste un, là. On l'accompagne. Ça permet à l'inspecteur de dire en cours de route, « Hey, garde, quand tu vas voir dans mon rapport, là, tu sais, que je te parle de styrofoam blanc, je ne sais pas si tu vois, quand dans le panneau, là, en arrière, tu vois, c'est blanc, là. Oui, ben c'est ça que je voulais te dire. » Ça permet, mais il faut laisser l'inspecteur faire sa job, mais ça permet, en l'accompagnant une ou deux personnes, de dire en cours de route, s'il se passe quelque chose, il va faire « Hey, viens ici. » Là, il va l'expliquer. Exact. Puis à la fin, il va y avoir un debriefing où est-ce qu'on va expliquer les choses. Mais faut que les gens soient conscients qu'un inspecteur en bâtiment, là, il paye une assurance. Ça coûte vraiment cher. Les gens capoteraient de savoir combien ça coûte par année. Oui. Après ça, il faut qu'il soit encadré. Il est membre d'une association. Il doit avoir son assurance. Il doit payer des rapports modèles pour ça. Il doit avoir de la formation permanente. Il fait une visite de la propriété qui va durer 2 heures, 2 heures et demie, des fois 3 heures, là, selon l'ampleur de l'affaire. Il engage sa responsabilité potentielle d'un recours, des fois de 200, 300, 400 000 piastres. On s'entend qu'il prend une très grande responsabilité. Là. Une fois qu'il part de là, c'est pas fini, là. Il faut qu'il prépare un rapport, qu'il rédige un rapport, qu'il fasse ça. Donc, dans peu de temps, parce qu'on s'entend qu'il y a toujours un délai serré aussi. Tout le temps serré. Donc, c'est quoi? C'est 5, 6, 7 heures de travail. Pour une responsabilité. Donc, en fait, le taux horaire de l'inspecteur est moins qu'un mécanicien. Non, c'est pas... Non, c'est pas payant, là. On va le dire franchement, si on calcule tout ce qui vient avec, là, c'est... Puis on s'expose à... Donc, il faut que les gens soient conscients de ça en disant, écoute, c'est lourd de conséquences. Moi, c'est la personne qui va être mes yeux sur le terrain pour le plus gros investissement de ma vie. Il va consacrer à mon dossier 6, 7, 8 heures. Il s'expose beaucoup, puis il va m'aider. Puis là, on me dit, ça va coûter 1000 $. En tout cas, c'est personnel. Coûte pas ça, c'est une bénerie. C'est ça. Mais c'est ça. C'est encore difficile à faire passer ça. Là, je te dirais, le prix, là, on pourrait en parler longuement. C'est difficile de faire comprendre aux gens, justement, qu'est-ce qu'il y en est de l'inspection en bâtiment. C'est pas juste une visite de courtoisie, puis c'est une immense responsabilité qu'on prend. Et puis, ça m'amène à ma prochaine question. On est imputable à l'infini, là. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir une limite à ça? Est-ce que tu penses que les professionnels en prennent trop sur leur dos à cause de l'imputabilité qu'ils ont? Parce qu'on s'entend, là, tu l'as dit toi-même, c'est une inspection visuelle qui dure 2-3 heures avec du monde, avec du bruit, avec des distractions, pour un prix qui est plus que raisonnable. Puis dans 20 ans, je peux quand même recevoir un dossier de poursuite en disant « T'as manqué quelque chose à l'inspection, je te poursuis 20 ans plus tard. » T'es plus là, je peux poursuivre ta succession. Est-ce que c'est pas trop? Bien, écoute, c'est la même situation que pour les vendeurs. Hein. Les vendeurs me disent, mais c'est quoi, on est responsable à vie? Oui. Donc, moi, ça, on me demande mon opinion personnelle. Là. Moi, je pense que dans une transaction immobilière, le Code civil devrait être modifié pour dire que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur pendant 5 ans suivant la vente exactement. que le bien est exempt de vices cachés. Bon, exemple. En matière d'inspection de bâtiments, il va y avoir de la réglementation qui s'en vient avec la RBQ, puis donc avec le registre des inspecteurs. Il y a déjà des règlements. Ça aurait été une bonne idée qu'en même temps, il pourrait arrimer le vendeur et l'inspecteur pour dire que l'inspecteur aussi est responsable pendant un certain nombre de temps suivant l'inspection. Moi, j'ai des gens qui ont eu des réclamations de contamination de sol pour une maison vendue en 81 à 80 000 $. Puis c'était une poursuite de 550 000. T'sais, ça réveille mal. Ils prenaient bien ça, mes clients. C'était comme, hey, mais voyons donc, c'est quoi ça? Mais au fond, c'était pas drôle. Là. On l'a réglé à l'amiable. Il y avait 10 propriétaires autour de la table à la séance de négociation. Fois 2, il était une vingtaine de personnes. Puis là, on parlait de 1981. Fait que les vendeurs, les inspecteurs, c'est quand même spécial que tu sois responsable. Mais en termes professionnels, c'est un peu ça dans tous les ordres aussi, ingénieurs et tout. Si tu commets une bévue, bien, tu es responsable. La prescription va seulement commencer quand quelqu'un constate le problème. Il y aura 3 ans, mais ça peut être dans 5 ans, 8 ans, 10 ans. Oui. C'est sûr que... C'est beaucoup. Oui, c'est quand même long. Là, on s'entend, puis c'est pas une expertise qu'on fait à ce jour-là. Là. Fait que donc, c'est vraiment ce qui est visuel. Donc, en même temps, ça ramène au
peut-être le pourquoi qu'il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas justifiées dans un rapport d'inspection ou que les rapports sont très lourds, tu sais, à lire. Tu sais, moi-même, en tant qu'inspecteur, des fois, je le mentionne à mon client. Tu vas voir, tu sais, un rapport, c'est lourd à lire, là. Il y a plusieurs pages, puis ça ne parle pas des qualités du bâtiment, c'est pratiquement juste toutes les petites déficiences puis qui peuvent apporter à une problématique. Donc, tu sais, ça fait des rapports qui sont extrêmement lourds. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, justement, à essayer de faciliter ça en disant, bon, bien, écoute, l'inspecteur a fait son travail, on a un rapport super bien documenté avec des photos, tout ça. 10 ans après... on oublie ça, on passe à autre chose. C'est ça, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Oui, exactement. Les gens se déresponsabilisent beaucoup, Myriam. Tu sais, je le vois. Les gens, ils m'appellent et ils me disent « Ouais, mais là, c'est qui va être responsable? Moi, j'ai acheté une maison, pas de garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Je ne l'ai pas fait inspecter. On m'a dit que c'était toi. Ça se faisait pas. Fait que là, c'est qui? Ben, c'est qui? C'est qui quoi? C'est l'inspecteur. J'ai comme peut-être que oui, peut-être que non. Ah, OK, ouais, il n'est pas responsable. Je ne sais pas, monsieur est responsable. Il faut qu'il ait commis des fautes. Il faut qu'il y ait des choses qui étaient clairement apparentes, puis qu'il n'a pas vu, puis que toi non plus, tu n'as pas vu, par exemple. Non, puis entre toi puis moi, est-ce que l'acheteur le lit, son rapport d'inspection? Ah, ça, c'est la question que je pose à tous les acheteurs quand je représente le vendeur. Ça s'est fait comment, la lecture? Bon, on a reçu ça là, par Internet. OK, vous avez fait quoi? Bon, on l'a regardé. OK, vous l'avez regardé combien de temps? Ben, je ne sais pas, moi, écoute, on a regardé ça, là, c'est assez vite, là. Donc, c'est important. Tu sais, il faut que les gens se responsabilisent. Exact. Quand tu dis, ben, OK, d'abord, c'est pas lui, c'est le courtier. Mais le courtier, lui, il doit avoir une connaissance des problèmes. Ah, ouais? Il n'est pas responsable. Mais il est responsable de quoi? Puis là, des fois, les gens sont même rendus avec les affaires de propriété contre le notaire. Fait que là tu dis au monde, non, time out, là, regarde, on ne frappera pas tous les ordres professionnels du monde, là. Tu as acheté une maison, pas de garantie légale, tu l'as visitée en une demi-heure, tu n'as pas fait inspecter ta maison, puis là, tu me dis que je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait se regarder, c'est peut-être vous. Là, évidemment, c'est pas la meilleure affaire pour garder un client, mais c'est comme ça. On lui dit, puis garde, à un moment donné... Bien, même moi, écoute... Il faut se responsabiliser. Tu sais, moi, j'envoie mon rapport d'inspection, là, la journée suivante de l'inspection, bien souvent, j'ai travaillé une partie de la soirée là-dessus, tu sais, tout ça. Puis je l'envoie, puis moi, dans mon système, ça me permet de voir quand il est ouvert. OK. Parce qu'il faut qu'il y ait le cliquer pour dire « Oui, j'accepte ». Quand ils font ça, le rapport ouvre. Des fois, je vois la transaction finalisée, ils sont déménagés, les photos, on voit tout sur les réseaux sociaux. Puis si je vais dans mon système, il n'a jamais été ouvert, le rapport d'inspection. Jamais. Fait que, tu sais, c'est d'avoir payé pour se protéger en disant s'il y a quelque chose, je vais ressortir le rapport plus tard. Mais tu ne l'as pas lu, ton rapport d'inspection. Donc, tu n'as pas été si prudent que ça, là. Non. Mais ça, est-ce que un inspecteur pourrait dire, écoute, moi, j'ai la preuve que tu l'as pas ouvert, ton rapport d'inspection. Donc, il devient un allié pour l'acheteur. Hein, on s'entend que si on parle à l'inspecteur, puis l'inspecteur dit, moi, j'ai la preuve que un allié du vendeur, pardon, mais s'il dit, écoute, moi, j'ai la preuve que l'acheteur l'a pas lu. Je veux dire, on va assigner l'inspecteur, on va lui demander sa collaboration, mais on va dire, vous viendrez nous dire ce que vous avez comme information, là. Puis, en parlant de collaboration, tu sais, l'inspecteur et avocat en droit immobilier, on doit avoir une certaine collaboration. Oui. Toi, tu vas, mettons, rencontrer l'inspecteur, exemple, qui est en faute. Mais non, en fait, tu ne le rencontres pas. Là, on va envoyer un autre expert faire une vérification. Oui. C'est souvent un inspecteur en bâtiment aussi. Donc, toi, tu envoies beaucoup d'inspecteurs, puis on a intérêt à avoir une belle relation entre avocats, entre courtiers immobiliers, tout le monde qu'on est dans le milieu immobilier pour s'entraider dans ces situations-là. Trouver la meilleure solution pour quelqu'un, absolument. C'est pas juste taper sur la tête de quelqu'un. Non, il y a des avocats. Bien, il y a des avocats. Il n'y en a pas beaucoup, là. Les avocats sont des gens corrects, là, mais il peut y avoir des avocats occasionnellement sur les 28 000 au Québec qui identifient des ennemis dans tous les professionnels de la transaction en disant, mais écoute, la prémisse, c'est comme, tu as acheté une maison, tu as fait inspecter. Donc, l'inspecteur, on l'attend au détour. Commence par lire le rapport, commence à parler à l'inspecteur. Après ça, on fait faire un rapport d'expertise. Puis le mandat à l'expert en bâtiment, c'est de dire c'est quoi les problèmes au bâtiment. Qu'est-ce qui touche le bâtiment? En quoi ces problèmes-là sont majeurs? Est-ce qu'il y avait des manifestations ou des indices sérieux de ces problèmes-là? Et si oui, est-ce qu'ils auraient dû être constatés? Et là, bien, s'il dit effectivement, il y avait des indices, je regarde le rapport de l'inspecteur, puis l'inspecteur a manqué son coup, bien ça peut arriver. Parce que moi, ça m'est arrivé de voir aussi des poursuites, exemple, où le vendeur est poursuivi, l'inspecteur, tout le monde est mis dans le même panier. On n'a pas cherché d'où venait la problématique. On a mis tout le monde
Moi, ça me donne l'impression on cherche juste à faire payer quelqu'un à quelque part. En disant, dans un règlement, il va y avoir tellement de monde qu'on va pouvoir régler à l'amiable. Qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose. Mais, en tout cas, ça peut exister, mais c'est pas ma façon. Moi, on a un screen chez nous, puis c'est comme ça, c'est la responsabilité du courtier. Ça, c'est l'inspecteur. Ça, c'est le vendeur. Ça, c'est l'acheteur. Puis, objectivement, on dit au client, bien, écoute, voilà. Et je vais te dire que des poursuites contre des inspecteurs en bâtiment fautifs, j'ai pas fait d'analyse, là, mais en 25 ans, j'en ai pas 8. Que c'était vraiment une erreur. J'ai peut-être eu 7-8 cas où oui? l'inspecteur, en 25 ans, était vraiment fautif. avait manqué son coup solide. J'ai eu une condamnation contre un inspecteur. C'était manifeste, là. C'est une affaire d'affaissement de maison. Devant, il y avait une grosse fissure sur le balcon. À l'extérieur, dehors, il y en avait un autre. Dans la maison, le plancher n'était pas à niveau. Puis l'inspecteur en bâtiment, il a fait aller la boule, puis il a dit « Ouais, d'après moi, c'est pas mal fini, ça. » Alors finalement, l'acheteur a acheté, puis quand c'est arrivé pour la douche, le nouveau bain ne pouvait pas être à l'équerre. Oh. Là, ils ont investigué. Finalement, il y avait un problème de tassement actif de la maison, 180 000 de dommages. Oh boy. Donc là, il y a eu un recours, puis on a eu raison. Mais c'est des cas, c'est quand même des cas exceptionnels. Je vais dire, les inspecteurs travaillent bien, de mieux en mieux. Il y a l'encadrement, il y a la formation qui est là. Les gens sont rigoureux. Mais oui, il peut y avoir des manquements. Puis même quelqu'un, je le disais tantôt, quelqu'un qui est super bon, mais écoute, ça se peut que sur 300 dans l'année, il y a eu un cas où il a été moins bon. Là, ça peut arriver. Ça arrive un peu. Ça peut aussi que quelqu'un soit vraiment pas bon régulièrement, mais il va être mis hors jeu parce qu'il va avoir des recours, il va perdre son assurance. Puis quand il perd son assurance, il ne peut plus inspecter. En tout cas, il ne peut plus être recommandé par des courtiers immobiliers. Fait que par la force des choses, on va le voir disparaître du domaine. Puis ça, les recommandations, t'en penses quoi un peu, tu sais, dans ce milieu-là? Est-ce que, tu sais, je sais qu'on entend souvent des histoires un peu taboues là, entre les courtiers, puis on se dit, ah ben là, si je prends l'inspecteur du courtier, c'est parce qu'il va minimiser les affaires. Tu sais, les gens, ils sont un peu mêlés dans ça. Est-ce qu'il faut que je cherche moi-même mon inspecteur en bâtiment? Est-ce que ça serait une possibilité que ce soit plus requis qu'un courtier réfère un inspecteur en bâtiment? Comment on peut faire pour que tout le monde se sente en confiance là-dedans? Oui. Là? Bien voilà, écoute, les règles ont changé, c'est plus transparent qu'avant. Alors, quand on a un courtier immobilier, il y a l'obligation de recommander à l'acheteur de faire inspecter la propriété. C'est même dans le formulaire. L'acheteur qui refuse doit cocher « Je refuse de faire inspecter ». Donc, il y a une obligation, le courtier, de recommander à un acheteur, quelles que soient les situations, de prendre un inspecteur en bâtiment. Et là, l'acheteur va dire, bien, écoute, je connais quelqu'un, fine, vas-y, ou 2, je connais personne. Quand le courtier immobilier a à recommander un inspecteur, d'abord, il ne peut pas en recommander un. Donc, il y a une obligation. J'oublie si c'est 2 ou 3, mais plus de 2. Ouais, c'est ça. Donc, plus de 2. Fait qu'il peut en recommander 8 s'il veut. Plus de 2. 2, ça doit être un inspecteur qui a une assurance responsabilité. Il doit s'assurer de ça. 2, également qu'il fasse un rapport écrit qui applique une norme de pratique reconnue puis qu'il y a une convention de service reconnue. Fait que le courtier qui recommande quelqu'un, il y a un package minimal là, qui doit s'assurer. Si le client s'en va tout seul sur Internet présentement, puis même avec les changements qui s'en viennent avec la RBQ, avec un registre des inspecteurs, on s'entend qu'un clown peut quand même s'annoncer inspecteur même s'il n'est pas dans le registre. Donc, pour un acheteur qui s'en va sur Internet trouver quelqu'un, bien là, c'est le casino. Sur qui il va tomber, j'ai aucune idée. Il peut tomber sur le meilleur inspecteur du monde. La fille est géniale, peut-être. Il peut tomber sur un cabochon. On ne le sait pas. C'est le Far West. Donc, est-ce que c'est mieux que de passer par un courtier? Absolument, parce que lui, il va s'assurer que la personne respecte ça. Puis, comme on travaille avec quelques personnes, bien, c'est pas non plus toujours son meilleur ami qui est recommandé. Fait qu'il y a une certaine indépendance qui se fait. Puis ça n'empêche pas que ça se peut qu'il y ait une belle relation entre un inspecteur et un courtier parce que plus souvent, il fait des inspections pour des clients recommandés. Mais il faut se souvenir du début, c'est que si l'inspecteur est tellement chômé qu'il fait des rapports bidons, bien, c'est une question de temps qu'il va avoir des poursuites. Il va perdre son assurance puis il va être mis hors de l'inspection. Fait que quelqu'un n'a pas intérêt pour gagner quelques clients. Mais aussi, ce qu'il faut que le public ne sait peut-être pas, c'est que si on va sur les sites Internet des associations, tu sais, comme la IBQ, la PCHQ,
les listings des inspecteurs en bâtiment dans chaque région qui détiennent, premièrement, qui font partie d'une association, sont obligatoirement en possession d'une assurance erreur et omission, puis ils ont les qualificatifs pour faire le travail. Fait que c'est aussi une belle source. Tu sais, des fois, on regarde sur Google, on voit les avis Google. L'affaire à vérifier, c'est est-ce qu'il est membre d'une association, mais on peut aussi aller sur les sites des associations. Alors là, il faut les connaître. Oui, pour aller voir... Donc, pour les gens, là, ici, c'est un bon conseil à donner, là, c'est que vous pouvez aller voir. Vous êtes dans une transaction immobilière, vous voulez faire une pré-vente ou une pré-achat, bien, avant d'arriver là, vous pouvez aller effectivement sur Internet, marquer « Association d'inspecteurs en bâtiment ». Ça change, hein, il y en avait 4-5, il y en a moins, mais il y a des associations. Puis effectivement, pour être membre de ça, il faut que tu aies une assurance. Donc là, on vient de sécuriser quelque chose en faisant ça. Un courtier pourrait dire tout simplement « Va sur tel site, puis choisis ». Mais là, évidemment, il va tomber sur 30-40 personnes, lequel tu prends. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les gens aiment beaucoup avoir une référence, hein, parce qu'on a confiance aux gens alentour de nous, puis on a l'impression que les gens vont nous on a accès facilement avec les réseaux sociaux, justement, à beaucoup d'informations maintenant. Donc, tu sais, quand c'est référé, on est plus en confiance. Mais je pense aussi que si on suit des pages, tu sais, comme exemple, on suit Spotted d'inspection ou on suit des pages relatives à l'inspection, les gens qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube, parce que mon but, c'est ça, de bien faire connaître les enjeux, puis qu'est-ce qui est important de savoir en tant que vendeur, acheteur, tout ça. Donc, vous pouvez avoir de l'information, tu sais, beaucoup là, sur les réseaux sociaux. Puis, on voit aussi les gens qui s'illustrent sur les réseaux sociaux. Tu sais, toi, Stéphane, t'es connu, t'es sur les réseaux sociaux. Fait que ta réputation, tu l'as bâtie, là, tu sais. Un inspecteur qui est hyper mauvais, qui met beaucoup de choses. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut être de la poudre aux yeux, là, tu sais, juste des choses comme ça, mais on s'assure que les gens alentours sont capables de nous le référer ou de nous recommander. Fait que les gens ont beaucoup plus accès à avoir de l'information maintenant. Oui, exactement. Puis regarde, ce que tu fais là, c'est formidable. Tu viens de dire, regarde, si vous cherchez quelqu'un puis que vous aimez mieux faire vos choses vous-même, tu viens de donner des outils aux gens pour dire, allez voir AIBQ ou APCHQ. Donc, vous allez avoir des listes d'inspecteurs. Fait que comme ça, bien, les gens n'iront peut-être même pas chez toi, ils vont aller ailleurs, mais au moins, ils vont être protégés. Puis sur on diminue les risques. Exactement. Puis tu sais, sur Google, là, on a des avis, puis ces choses-là, puis après ça, bien, on peut lire les avis des gens, mais on peut aussi, par la suite, aller voir sur les sites des associations. Justement, bon, moi, l'inspecteur que j'ai vu dans ma région, il y avait plein de bons avis. Ah, il n'y a aucune... rien de disciplinaire contre lui, tu sais. Il est membre d'une association. Donc, ça peut être rassurant pour un On diminue acheteur. les risques. On n'a jamais une garantie absolue sur rien. Ben non, ça, c'est un peu dans tout, là. Mais là, quand tu prends des références ou que tu es recommandé ou que tu vas sur Internet, tu fais des comparatifs, tu vois les avis, tu regardes ce qui se passe, tu regardes le profil, quelqu'un te le recommande, ça peut être quelqu'un d'autre qu'un inspecteur, ça peut être un ancien acheteur, ça peut être un membre de ta famille qui a pris les services de cette fille-là ou ce gars-là. D'ailleurs, je dis fille parce que il y a maintenant des femmes inspecteurs puis il y en a toi, pas, il y en a quelques-unes. Bien, il y en a de plus en plus. Oui. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, ça commençait à en avoir un petit peu plus, là, mais c'est vrai, il y en a de plus en plus. On voit ça dans les... on en voit sortir beaucoup dans les cohortes présentement des femmes. Fait que prendre de l'information, se renseigner, c'est important, c'est un investissement majeur. Renseignez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chances que vous n'ayez pas de problème, là. Il peut y en avoir. Non, puis l'erreur est humaine, on le sait aussi. Fait que Stéphane, si on fait un wrap-up là, de tout ça, là, ce qui est important, bon, on veut on est dans une transaction immobilière, on veut pas se rendre à l'avocat. On l'aime bien, là, il est super fin, Stéphane Pagé, il a été là aujourd'hui pour nous, venir tout nous expliquer ça, mais on voudrait pas se rendre à tes services, malheureusement. On t'aime beaucoup. Oui, mais disons qu'on a beaucoup de clients. Si on veut être prudent et diligent, première chose, on est vendeur, on déclare le plus de choses possibles qu'on connaît sur notre maison. Si on manque de pages à ADV, on peut avoir une deuxième page. On peut faire une inspection pré-vente pour s'assurer aussi, puis mettre aussi l'acheteur en confiance, de montrer que tu es un vendeur qui veut vraiment déclarer les bonnes choses. Quand on est acheteur, on fait affaire avec un courtier immobilier, surtout quand on fait l'achat d'un bâtiment. Le courtier, il nous représente gratuitement, là, on s'entend, hein? Puis il est là pour négocier pour nous, puis tout ça. Quand on veut faire l'inspection, bien, on achète, on a fait notre promesse d'achat, on passe à l'inspection.
Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres étapes que j'oublie? Non, c'est pas mal ça. En lien avec ce qu'on a à faire, nous, là, on va oublier le notaire, l'arpenteur et tout ça. Ça, c'est leur affaire à eux. Mais oui, je pense qu'en visionnant et en revisionnant, là, les gens peuvent le revoir, hein, la capsule. Il y a des choses qui vont leur venir en tête, mais je pense que là, ils ont vraiment beaucoup de conseils. Ça vaut une petite mine d'or, ce que tu viens de faire là ce matin, parce que c'est un coffre à outils que les gens ont là, pour la vente ou l'achat d'une maison. Ça lui donne vraiment un paquet d'informations pratiques de gens du terrain, là. Oui, puis je trouve ça important. Dans le fond, hein, plus on est informé, plus on a recours à justement se protéger puis à faire les choses correctement. Souvent, ce que je dis moi-même en inspection, c'est pas de la négligence volontaire. Des fois, c'est juste un manque de connaissance qui fait que ça génère de la négligence à quelque part. Fait que plus les gens ont la connaissance, c'est un peu pour ça que je travaille sur les réseaux sociaux. Je veux que les gens connaissent le métier d'inspecteur, mais vous êtes en lien avec nous, là, tu sais. T'es dans le métier, tu as beaucoup d'informations à transmettre aux gens. La même chose pour les courtiers immobiliers. Donc, plus on en parle, plus on permet aux gens de faire des achats en connaissance de cause. Yes. Je te remercie infiniment, Stéphane, de t'être déplacé et d'avoir passé 1 heure avec moi. C'est un plaisir. J'espère à la maison que ça vous a amené des lumières, justement. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais mettre d'autres informations. J'ai d'autres invités aussi qui s'en viennent. On a d'autres capsules pour vous. Donc, merci à tous de votre écoute.